Elle a dit, je ne te dois aucune loyauté tant qu'il n'y a pas de bague au doigt. Je n'ai rien dit et j'ai déménagé. 1 an plus tard, elle s'est fiancée avec le collègue qu'elle voyait derrière mon dos. Il l'a abandonnée devant l'hôtel pour sa meilleure amie. Elle m'a appelé en pleurant. J'ai dit, je suppose que la bague ne garantissait pas la loyauté après tout. Les mots ne m'ont pas frappé comme une gifle. Ils se sont déposés sur moi comme un diagnostic clinique, froid et terminal. Je ne te dois aucune loyauté tant qu'il n'y a pas de bague à mon doigt. Marc, nous ne sommes pas mariés. Nous sortons juste ensemble. Sophie était sur le canapé de notre salon, une jambe repliée sous elle, aussi calme que si elle expliquait un article moyennement intéressant qu'elle avait lu. Son ton n'était pas colérique ni même défensif, il était d'une instruction dédaigneuse. Je me tenais près de la cheminée à un espace vide où nous avions promis d'accrocher une future photo de mariage en tenant sa tablette. Sur l'écran se trouvait un fil de discussion avec un contact enregistré sous le nom de Guillaume W. Travail. Le message que j'avais vu, celui qui avait transformé mon estomac en plomb liquide, venait de lui, envoyé à peine 1 heure plus tôt, je ne peux pas m'empêcher de penser à la nuit dernière. Ton rire est mon nouveau son préféré. Je compte les heures jusqu'à jeudi. Ne le dis pas aux colocataires. Clin d'œil. Mon esprit est revenu à hier. Je lui avais préparé une soupe au poulet parce qu'elle prétendait qu'un mal de tête arrivait. Je la lui avais apportée au lit et j'avais massé ses tempes. Elle avait souri légèrement, m'avait embrassé sur la joue et avait passé le reste de la soirée sur son téléphone, souriant à l'écran. Sortir ensemble, ai-je répété, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Oui, a-t-elle dit, comme si elle affirmait une vérité simple. Nous n'avons aucun engagement légal et contraignant. Nous sommes 2 personnes indépendantes qui choisissent de passer du temps ensemble. J'ai regardé la tablette, puis elle. 3 ans. 3 ans à la choisir chaque jour. Je me suis souvenu avoir économisé en secret pour la bague un solitaire avec un saphir de chaque côté parce qu'elle aimait la couleur de l'océan. Je me suis souvenu avoir traversé la ville à 2 heures du matin pour lui chercher des médicaments. Je me suis souvenu avoir construit les étagères de cette pièce de mes propres mains parce qu'elle voulait une touche personnelle. J'étais son petit ami, son homme à tout faire, son infirmier, son animal de soutien émotionnel, et j'étais son colocataire. Qui est Guillaume, ai-je demandé, ma voix étant dangereusement calme. Elle n'a même pas tressailli. Elle a soupiré, un son agacé. C'est un collègue, un partenaire stratégique, vraiment. Il est brillant. Il voit le monde en termes d'opportunités, pas d'obstacles. Opportunité, ai-je répété en écho. Ne fais pas cette tête. Tu es un gars formidable, Marc. Stable, fiable. Mais si la bague ne vient jamais? Je ne peux pas mettre ma vie entre parenthèses, en attendant une promesse qui pourrait ne jamais se concrétiser. Elle a fait un geste vague dans l'air entre nous. Guillaume et moi avons une connexion. Il me voit. Il me défie. Toi, tu m'entretiens. Tu gardes les lumières allumées et tu t'assures que le réfrigérateur est plein. Chaque mot était une incision chirurgicale précise. Entretenir, comme si j'étais un appareil électroménager, un appareil fiable et ennuyeux. Alors, tu couches avec lui. Ce n'était pas une question. Nous explorons une dynamique, a-t-elle corrigé en levant le menton. Une dynamique qui est franchement plus en phase avec l'endroit où j'en suis dans ma vie. Quand tu feras ta demande, alors nous aurons un contrat. Alors l'exclusivité et la loyauté compteront. Elles font partie de l'accord. Jusque-là, elle a haussé les épaules, un petit mouvement exaspérant, nous sommes tous les 2 des agents libres. C'est seulement logique. Logique. La glace qui s'était glissée dans mes veines a finalement atteint mon cœur et s'est solidifiée. Ce n'était pas un crime passionnel ou une erreur d'ivresse qu'elle essayait de cacher. C'était une philosophie calculée. Nos 3 années étaient un arrangement provisoire, un essai qu'elle ne se sentait pas obligée d'honorer parce que les documents finaux n'étaient pas signés. La douleur était là, un battement profond et douloureux, mais elle a été instantanément éclipsée par une clarté cristalline et imposante. J'ai revu les 6 derniers mois avec un recul brutal, les nouveaux appels téléphoniques étouffés qu'elle passait dans l'autre pièce, les dîners d'urgence avec des clients qui s'éternisaient, la façon dont, Guillaume dit, avait commencé à ponctuer ses conversations. Guillaume dit que mon style de présentation est trop passif. Guillaume dit que la vraie richesse repose sur l'effet de levier, pas sur l'épargne. Je pensais qu'il était un mentor.
Il était un remplaçant auditionnant pour le rôle principal pendant que moi, la doublure loyale, je gardais le décor au chaud. J'ai posé la tablette doucement sur la table basse, le mouvement étant lent et délibéré. Le combat m'a quitté, non pas dans la défaite, mais dans un détachement profond, presque paisible. Vous ne pouvez pas argumenter avec une réalité fondamentale différente. Elle croyait que la loyauté était une clause transactionnelle activée uniquement par un bijou spécifique. Je croyais qu'elle était la fondation sur laquelle on construisait tout le reste. Je vois, ai-je dit, ma voix étant plate et calme. Je comprends parfaitement ta position. Un éclair de surprise a traversé son visage, puis de la satisfaction. Elle pensait avoir gagné. Elle avait exposé sa logique impitoyable et j'avais capitulé. Elle a lissé sa chemise. Bien. Je suis heureux que tu puisses être mûr à ce sujet. Cela n'a pas besoin de changer quoi que ce soit entre nous. Tu sais, nous pouvons juste ajuster les paramètres. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné et j'ai marché vers notre chambre, celle où j'avais imaginé nos futurs enfants sauter sur le lit le dimanche matin. Où vas-tu? A-t-elle crié après moi, une trace d'agacement dans la voix. Elle s'attendait à plus de débat, à ce que j'essaie davantage de prouver ma valeur. Mon silence était une réponse pour laquelle elle n'avait pas de scénario. Dans le tiroir du haut de ma commode, j'ai pris la vieille valise en cuir de ma grand-mère. J'ai ouvert le placard et j'ai commencé à retirer méthodiquement mes affaires, mes pulls, mes chaussures, les quelques costumes coûteux que je possédais. Je n'ai pas regardé son côté du placard. Je n'ai pas touché la photo encadrée de nous sur la plage à Saint-Tropez. Celle-ci appartenait au paramètre, au contrat qui n'avait jamais existé. Le bruit de ma fermeture éclair était fort dans l'appartement silencieux. C'était le bruit d'une ligne tracée, finale et irréversible. L'homme qui avait économisé pour une bague en saphir, qui avait construit des étagères et préparé de la soupe, faisait ses bagages. Il partait. Et la femme sur le canapé, si confiante dans sa logique cruelle, n'avait aucune idée que la fondation qu'elle considérait comme acquise venait de disparaître sous ses pieds. Le bruit de la fermeture éclair de la valise était un point final. Dans le salon, Sophie était silencieuse. Je l'imaginais perchée sur le canapé, attendant la phase suivante de la dispute, mes larmes, mes supplications, mes tentatives de négociation. Elle ne comprenait pas que la négociation était terminée. J'ai travaillé dans un silence méthodique. Vêtements, articles de toilette, les quelques livres qui étaient vraiment à moi. J'ai laissé le linge que nous avions choisi ensemble. J'ai laissé les ustensiles de cuisine que ma mère nous avait offerts comme cadeau de crémaillère. J'ai laissé la photo encadrée du pont Alexandre III que nous avions acheté lors d'un voyage d'un week-end. C'étaient des vestiges du « nous » qui, dans sa réalité, n'avait jamais véritablement existé. C'étaient des accessoires pour une pièce de théâtre dont la représentation venait d'être brusquement annulée. Au fond de mon placard, j'ai récupéré un petit coffret. À l'intérieur se trouvait la bague, le solitaire avec les 2 saphirs. J'ai tenu la boîte en velours un instant, non pas avec chagrin, mais avec un sentiment de curiosité surréaliste. Cette petite chose, pensais-je, c'était l'interrupteur magique, l'activateur de loyauté. J'ai failli la laisser sur la commode, un dernier cadeau de rupture amère. Au lieu de cela, je l'ai glissée dans la poche intérieure de ma valise. Elle n'était pas à elle. Elle appartenait à l'homme que j'étais il y a 1 heure, et il aurait besoin de la vendre pour financer sa nouvelle vie. J'ai fait rouler la valise à travers le salon. Sophie était toujours sur le canapé, mais son calme s'était durci en quelque chose de fragile. Elle m'observait, les yeux rétrécis. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. L'instructrice dédaigneuse avait disparu, remplacée par quelqu'un de confus par un élève s'écartant du scénario attendu. « Je pars », ai-je dit, sans ralentir mon pas vers la porte. « Où vas-tu » Elle a décroisé ses jambes et s'est levée. « Marc, c'est dramatique. Nous parlons. Cela fait partie du processus. » Je me suis arrêté à la porte d'entrée, la main sur la poignée. J'ai regardé en arrière vers elle, vers l'appartement dont nous avions fait un foyer et dont j'avais fait un foyer. Pour elle, cela avait été une salle d'attente meublée. Le processus est terminé, ai-je dit. Tu as expliqué les termes. Je ne suis pas d'accord avec eux, donc je mets fin à ma participation. Le bail est à ton nom. J'ai payé ma part jusqu'à la fin du mois. Mon avocat prendra contact avec toi concernant tout ce que nous devons démêler sur le plan financier.
Sa bouche s'est entr'ouverte. Avocat. Le mot, si clinique et final, semblait percer sa réalité. Ce n'était pas une dispute d'amoureux, c'était une rupture de contrat. Tu t'en vas comme ça à cause de ça? Sa voix est montée, teintée des premières notes d'une colère incrédule. Tu réagis de manière excessive. C'est exactement pour cela que j'ai besoin d'espace. Tu es tellement binaire, Marc. La vie n'est pas un conte de fées. Les relations sont compliquées. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Je les ai absorbés. Ils étaient les battements frénétiques de quelqu'un qui avait appuyé sur un bouton en s'attendant à ce qu'une lumière s'allume et qui avait à la place entendu tout le système s'éteindre. Je me suis tourné complètement face à elle. Mon cœur était une pierre immobile et froide dans ma poitrine. Il n'y avait pas de chaleur, seulement de la clarté. Tu as raison, ai-je dit, ma voix étant basse et régulière. Je suis binaire. Je crois en la loyauté avant la bague. Pas toi. Tu crois que la bague crée la loyauté. J'ai hoché la tête lentement, la vérité de cela s'installant entre nous comme une loi physique. Il n'y a pas de terrain d'entente entre ces deux choses, Sophie. Il n'y a pas de compromis. Donc, il n'y a plus rien à discuter. Je l'ai vu accuser le coup, la finalité, le canyon infranchissable qu'elle avait nonchalamment creusé avec sa philosophie. Pendant une seconde, son masque a glissé, et j'ai vu un éclair de quelque chose de brut. Pas du regret pour m'avoir blessé, mais de la panique face à la perte soudaine et totale de contrôle. Alors c'est ça, a-t-elle craché, la panique se transformant en défi. Après tout, tu vas juste t'enfuir. Un sourire léger et sans humour a effleuré mes lèvres. Non, je ne m'enfuis pas. Je m'en vais. Il y a une différence. J'ai ouvert la porte. L'air du couloir était plus frais, anonyme. Adieu, Sophie. J'ai tiré la valise au-delà du seuil et j'ai fermé la porte derrière moi. Le clic du loquet a été plus doux que celui de la fermeture éclair, mais plus définitif. Je n'ai entendu ni sanglots ni cris de l'autre côté, juste le silence. J'ai conduit jusqu'à un appart-hôtel bon marché de l'autre côté de Lyon. La chambre sentait l'antiseptique et l'air rassis. Je me suis assis sur le bord du lit dans l'obscurité et j'ai attendu de ressentir quelque chose de dévastation, rage, angoisse, mais c'était comme si un engourdissement avait été injecté directement dans mon âme. La douleur était là, mais profonde, enfouie sous des couches de choc et cette clarté accablante. Le sentiment dominant était le vide, un vaste vide silencieux où 3 années de projets futurs avaient autrefois habité. Mon téléphone a vibré dans ma poche, puis a vibré encore et encore. Sophie, 21h42, c'est puéril. Sophie, 21h47, nous devons parler du canapé et de la télévision. Tu ne peux pas simplement abandonner tes responsabilités. Sophie, 22h15, Marc, appelle-moi. Ce n'est pas juste. J'ai lu les messages. Le canapé, la télévision. Elle parlait la seule langue qu'elle comprenait, la logistique transactionnelle. La clause de loyauté était nulle, alors nous en étions maintenant à la division des actifs. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans les paramètres et j'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai ouvert chaque application de réseau social et je l'ai bloqué partout, une par une. Ce n'était pas un acte de colère, c'était de l'hygiène, pour éliminer une source d'infection. Le silence qui a suivi a été profond. C'était le silence d'un monde en train de se recalibrer. Au cours des semaines suivantes, j'ai traversé la vie comme un fantôme. J'ai trouvé un petit studio meublé. Je suis allé au travail et j'ai accompli mes tâches avec une efficacité robotique. J'ai dit à mon ami le plus proche, Antoine, l'effet brut, elle voyait quelqu'un d'autre. Elle pensait que c'était son droit jusqu'au mariage. Je suis parti. Antoine, que Dieu le bénisse, n'a pas offert de platitude. Il m'a juste frappé l'épaule et a dit, la vache. Quel est son nom? Je vais t'aider à rayer sa voiture. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais un rasoir. Des aperçus de sa nouvelle vie me parvenaient comme des signaux provenant d'une étoile mourante. Notre seule amie commune restante, Stéphanie est toujours plus l'amie de Sophie que la mienne, m'a envoyé un pavé de texte. Stéphanie, Marc, je ne peux pas croire que tu abandonnes si facilement. Sophie a le cœur brisé. Tu as vraiment trahi sa confiance en l'abandonnant ainsi. Elle est avec Guillaume maintenant, tu sais. Il est incroyable pour elle.
Il est ambitieux et passionnant. Tu l'as en quelque sorte poussé dans ses bras en étant si inflexible. Tu aurais dû te battre pour elle. J'ai regardé le message. Le cœur brisé. Trahi sa confiance. La dissonance cognitive était stupéfiante. J'imaginais Sophie racontant l'histoire, se peignant en victime de mes attentes rigides et dépassées. J'ai tapé une réponse, mes doigts étant stables, moi, je suis heureux qu'elle soit heureuse. S'il te plaît, ne me contacte plus à son sujet. J'ai bloqué Stéphanie. Quelques jours plus tard, contre mon meilleur jugement, je me suis connecté à un vieux compte Instagram que j'utilisais rarement. Son profil était public. La première publication était une photo d'elle et de Guillaume dans un bar sur un toit parisien. Elle était penchée en arrière, riant de quelque chose qu'il disait. Il était beau d'une manière soignée et polie que je n'avais pas. La légende disait, quand vous arrêtez de vous contenter de confort et que vous commencez à choisir l'étincelle. Étincelle nouvelle énergie le méritait. J'ai fixé le mot, se contenter. J'ai pensé à la soupe au poulet, aux étagères construites, à la bague économisée. C'était cela, se contenter. C'était cela, le confort. J'ai fermé l'application. Je n'ai pas ressenti de jalousie. J'ai ressenti une validation profonde hélas. Elle m'avait montré exactement qui elle était. Je l'avais enfin cru. Le vide en moi a commencé à changer. Ce n'était plus seulement un espace vide, c'était un espace propre, de la place pour respirer. J'ai commencé à courir le matin, le claquement rythmique de mes baskets sur le bitume récurrent mon esprit. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie dans une association à quelque chose pour moi qui exigeait de la patience et produisait quelque chose de tangible à partir de matière brute. J'ai recommencé à lire, non pas pour son approbation, mais pour ma propre curiosité. Je ne guérissais pas d'une manière dramatique, digne d'un montage cinématographique. Je reconstruisais, brique par brique silencieuse. Je construisais un mur autour de cet espace propre et vide, pour le protéger. Et de l'autre côté de ce mur, le monde de Sophie, avec sa logique brutale et sa nouvelle énergie pétillante, commençait déjà à ressembler à un bruit provenant d'une rue lointaine et sans importance. Le silence est devenu mon sanctuaire. La course, l'odeur de la sueur dans l'atelier, la satisfaction tranquille de finir un livre, c'étaient les rythmes de ma nouvelle vie. La douleur vive et définissante de la trahison de Sophie s'était dissoute en une douleur sourde et lointaine, puisant une sorte d'insignifiance reconnaissante. Elle était un chapitre que j'avais lu, compris et fermé. Je n'avais pas seulement déménagé, j'avais tourné la page au niveau moléculaire. La nouvelle de ses fiançailles est arrivée non pas avec fracas, mais comme une anecdote curieuse, comme entendre une vieille chanson que l'on avait oubliée. C'était Antoine, autour de bière, 8 mois après mon départ. Il a fait défiler son téléphone, puis a grincé des dents, le faisant glisser sur la table vers moi. Tu ne vas pas croire ça. C'était l'Instagram de Sophie, une photo prise par un professionnel. Sa main gauche, aux ongles impeccablement manucurés, était étalée de manière dramatique sur la poitrine de Guillaume. À son doigt se trouvait un diamant carré criard, énorme et scintillant sous les projecteurs du studio. Son sourire était triomphant, le sien était suffisant. La légende était un chef-d'œuvre de bonheur de façade, quand on sait, on sait. Il ne m'a pas fait attendre peut-être un jour. Il a vu ma valeur et m'a mis une bague au doigt. Anneau enfin un véritable engagement. Plus d'attente mon pour toujours équipe Guillaume. J'ai pris une longue gorgée de ma bière. La piqûre initiale était absente. À sa place se trouvait une froide fascination intellectuelle. Le récit était si transparent, si parfaitement taillé. Il ne m'a pas fait attendre. J'étais peut-être un jour. Guillaume était l'action décisive. La bague n'était pas seulement une promesse, c'était son trophée, sa preuve de concept. Toute sa philosophie, la logique cruelle qu'elle avait utilisée comme une arme contre moi, était validée dans cette pierre scintillante. « Tu vas bien, mec ?» a demandé Antoine, récupérant son téléphone. Un petit sourire sincère a effleuré mes lèvres. Oui, ça va. Et c'était vrai. Je ne ressentais rien pour elle, sinon une profonde curiosité, presque philosophique, sur la façon dont l'expérience allait se terminer. Elle avait son contrat. La clause de loyauté était désormais théoriquement en vigueur. Je me demandais si Guillaume avait lu les petits caractères. C'est un sacré numéro, a marmonné Antoine. Elle est cohérente, ai-je corrigé, mon ton étant neutre.
Elle a obtenu exactement ce qu'elle disait vouloir. Au cours des mois suivants, j'entendais occasionnellement des nouvelles via le fragile fil de soie qui reliait encore nos anciens cercles sociaux. La planification du mariage était épique. Ce devait être un événement prestigieux aux Seychelles. Sophie avait choisi une robe de créateur qui coûtait plus de 20 000 €, soit plus cher que ma voiture. Guillaume cartonnait dans son cabinet, voyageant constamment pour assurer leur avenir. Les publications étaient un barrage d'échantillons floraux, de dégustations de gâteaux et de selfies amoureux avec des mots dièses comme couple puissant et béni. Puis, environ 3 semaines avant le mariage, le ton a commencé à changer. Une ancienne collègue de Sophie, une femme nommée Élise qui avait toujours été discrètement décente, m'a croisé au magasin de bricolage. Après quelques banalités maladroites, son expression est devenue pensive. « Tu as des nouvelles de Sophie ?» a-t-elle demandé, la voix basse. « Je vois les meilleurs moments sur les réseaux », ai-je dit, brandissant un morceau de papier de verre comme pour indiquer mon désintérêt. Élise s'est penchée légèrement. « Ce n'est pas que des bons moments. Guillaume a été absent. Beaucoup. Des affaires à Londres, un client de dernière minute à Genève. Sophie est dans tous ses états. C'est Chloé qui court partout pour gérer toutes les crises de dernière minute, pour la calmer. Chloé. La meilleure amie de Sophie depuis l'université. La demoiselle d'honneur. Celle qui m'avait toujours regardé avec une expression vaguement compatissante. Cela semble stressant, ai-je proposé, un murmure sans engagement. Tu n'as pas idée, a dit Élise en secouant la tête. Elle a l'air épuisée. L'étincelle a disparu. Tout est juste frénétique. J'ai remercié Élise, acheté mon papier de verre et je suis rentré chez moi. Les pièces s'alignaient avec un clic silencieux et inévitable. Je ne me sentais pas fier. Je me sentais comme un astronome qui avait calculé la trajectoire d'une comète destinée à frapper une lune stérile. L'impact était inévitable, il n'avait aucune conséquence personnelle pour moi. La semaine du mariage, le silence numérique du monde de Sophie est devenu absolu. Le flux constant de mise à jour a cessé. Les réseaux sociaux de la suite nuptiale sont devenus sombres. C'était le calme avant le cataclysme. La nouvelle de la catastrophe n'est pas venue d'Élise. Elle est venue dans un seul message époustouflant d'un numéro que je ne connaissais pas, tard un samedi soir, ce qui aurait dû être le jour de son mariage. Numéro inconnu, bordel, Marc, c'est Benoît de l'équipe de rugby du frère de Sophie. Tu dois savoir. Guillaume, Chloé et ils sont partis. Il a laissé un message à l'hôtel. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un dont la meilleure amie lui était plus loyale. Ils sont ensemble depuis des mois. Ils sont aux Seychelles. Tout le mariage est là. Les parents font une dépression nerveuse. Sophie est. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai lu le message 2 fois. Les détails se sont déroulés dans mon esprit avec une cruauté cinématographique, l'hôtel de luxe paré de ses plus beaux atours, les invités dans leur tenue de gala, Sophie au bout de l'allée dans sa robe monstrueusement chère, faisant face non pas à un marié rayonnant, mais à un témoin paniqué tenant un téléphone. Le murmure de confusion se transformant en un silence horrifié à mesure que la vérité était lue à haute voix, passée de téléphone en téléphone. L'effondrement. La ruine publique est spectaculaire. Le karma était si parfait qu'il en était presque poétique. Il ne l'avait pas seulement quitté. Il n'avait pas seulement triché. Il avait utilisé sa propre meilleure amie, l'architecte de son confort, pour le faire. Et il avait invoqué le concept même qu'elle avait idolâtré, la loyauté. Il prétendait que Chloé lui avait montré plus de loyauté que Sophie. Il avait transformé son contrat sacré en plaisanterie et s'en était servi comme mot de sortie. Il l'avait laissé non seulement le cœur brisé, mais nullement et totalement humilié devant tous ceux dont elle estimait l'opinion. Son trophée s'est révélé être du toc. Son couple puissant était une fraude. Son véritable engagement était un mensonge si flagrant qu'il deviendrait une légende. Je n'ai pas répondu au message de Benoît. Je l'ai supprimé. J'ai versé un verre d'eau et je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement calme, regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à la soupe au poulet, aux étagères, à la bague solitaire dans mon tiroir. J'ai pensé à sa voix calme expliquant son monde transactionnel. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, j'ai ressenti une seule émotion pure concernant Sophie. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était pas de la pitié. C'était la conclusion profonde et tranquille d'un théorème enfin prouvé.
L'expérience était terminée. L'hypothèse selon laquelle la loyauté pouvait être commandée par une bague avait été testée dans des conditions réelles. Elle avait échoué de manière catastrophique. Le cosmos, à sa manière ironique, avait rendu son évaluation, et le résultat était un non retentissant, public et brutalement définitif. Le premier contact a été un fantôme provenant d'un naufrage, échoué sur le rivage de ma nouvelle vie. C'était 3 jours après le non-mariage. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'étais dans mon atelier, ponçant le bras courbé d'une chaise berçante que je construisais, la poussière fine flottant sous la lampe comme de l'or. J'ai répondu par habitude. Silence. Puis une inspiration humide et saccadée. Marc. Sa voix était du verre brisé, bafouillante et épaisse de larmes ou d'alcool, ou les deux. Marc, tu dois. C'était Chloé. Il n'y avait pas de salutation, pas d'excuse, juste un déversement brut et immédiat de son horreur sur mes genoux, comme si j'étais encore le réceptacle de son chaos. Je pouvais entendre un arrière-plan de bar bruyant, des verres qui s'entrechoquent, des rires flous. Elle était en public, en train de s'effondrer. Je n'ai rien dit. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille et j'ai écouté les sons de son déraillement. Il a laissé un message, Marc. Un putain de message à tout le mariage. Sa voix s'est brisée dans un sanglot. Tout le monde a vu. Mes parents. Je n'ai aucun. Tu dois venir me chercher. S'il te plaît. Je suis à l'Ancre Marine. Tu te souviens où c'est? S'il te plaît. La supplication était si imbue d'elle-même, si totalement dénuée de conscience qu'elle en devenait presque drôle. Tu dois venir me chercher, comme si l'année écoulée n'avait pas eu lieu. Comme si elle n'avait pas tracé sa ligne dans le sable et ne m'avait pas traité de bouche-trou. J'ai ressenti un détachement profond et immobile. Sa douleur était réelle, mais c'était la sienne. Elle appartenait à la femme qui croyait aux bagues magiques. Cela n'avait rien à voir avec moi. J'ai écouté ses pleurs incohérents pendant encore 15 secondes. Puis, sans un mot, j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai repris mon papier de verre et j'ai recommencé mon travail, le chut-chut-chut rythmique rétablissant le calme. Le silence a duré 1 semaine. Puis, un mardi soir pluvieux, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. À travers le Judas, elle n'était plus qu'une image délavée d'elle-même. Sophie se tenait voûtée sous une veste mince, ses cheveux plaqués sur son front, ses yeux caverneux. Elle paraissait avoir 10 ans de plus. Une partie de moi, la vieille partie conditionnée, a tressailli. L'instinct était d'ouvrir la porte, d'offrir un abri, de réparer les choses. J'ai laissé le sentiment monter, se reconnaître, puis se dissiper comme de la fumée. J'ai ouvert la porte mais je n'ai pas reculé, occupant l'espace de mon calme. Marc, sa voix était un murmure. Elle a regardé derrière moi dans mon appartement chaleureux et ordonné, vers la chaise à moitié finie près de la fenêtre, les livres sur l'étagère. Ses yeux se sont agrandis légèrement, absorbant une vie qui était visiblement et profondément sans elle. Sophie, ai-je dit. J'ai fait une erreur, les mots sont sortis en cascade, répétés. La plus grande erreur de ma vie. Je le vois maintenant. Ce que nous avions, c'était réel. C'était de la loyauté. Tu étais loyal sans bague. Tu m'aimais sans contrat. Elle récitait un scénario qu'elle pensait que je voulais entendre, ses yeux cherchant les miens pour y trouver la validation familière. Je n'ai pas bougé. Je suis désolé que tu souffres, ai-je dit. C'était un constat de fait, une reconnaissance d'une détresse observable. Cela ne contenait aucune chaleur, aucune invitation. Un éclair de frustration a traversé son visage. Mon calme était un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Tu ne vas pas me demander d'entrer? Il pleut à verse. Non. La syllabe unique est restée suspendue dans l'air humide entre nous. Son calme, si fragile, a commencé à se fissurer. Pourquoi es-tu comme ça? Après ce qu'il m'a fait, après ce qu'ils m'ont fait? J'ai été publiquement humilié. Ma vie est ruinée. J'ai lu ce qui s'est passé, ai-je dit, ma voix étant toujours égale. Et c'est tout. Désolé que tu souffres. Sa voix est devenue plus tranchante, les larmes s'évaporant dans une colère familière et moralisatrice. Tu me dois plus que ça, Marc. Tu me dois au moins une conversation.
Nous avons eu 3 ans ensemble. C'était là. Les vraies couleurs apparaissant, vives et laides, l'arrogance, le registre de compte qu'elle pensait toujours ouvert. Tu me dois. J'ai regardé cette étrangère tremblante sur mon paillasson et j'ai senti le dernier écho lointain de notre passé s'éteindre enfin. Je ne te dois rien, Sophie, ai-je dit, ma voix étant calme mais absolue. Tu as été très clair sur ce qui était dû et à quel moment. Bonne nuit. J'ai fermé la porte doucement mais avec une finalité totale. J'ai entendu un son étouffé, un cri ou un juron contre le bois, puis le bruit de pas s'éloignant sur le béton mouillé. Les tentatives ne se sont pas arrêtées. Elles ont muté. Un long courriel décousu est arrivé, rempli de jargon de développement personnel et de réalisations creuses sur des blessures d'enfance non guéries l'ayant mené à saboter une véritable connexion. Je l'ai supprimé sans le lire après le premier paragraphe. Une lettre est arrivée, parfumée, sur du papier à lettres élégants, elle est allée au recyclage. Elle essayait d'endosser des personnages, la victime blessée, la patiente de thérapie éclairée, l'amante pénitente. Aucun ne convenait parce qu'aucun ne s'attaquait à la pourriture centrale. Elle était simplement une personne qui avait été cruelle et qui avait maintenant été traitée cruellement en retour. L'univers lui avait renvoyé son image et elle ne pouvait pas supporter son propre reflet. La rencontre finale n'a pas eu lieu dans les ombres de notre passé, mais dans la lumière banale et éclatante de mon présent. 1 mois plus tard, j'étais dans l'épicerie fine près de mon nouveau bureau pour acheter des ingrédients pour un dîner. Je rencontrais Claire, une architecte paysagiste que je voyais depuis quelques mois. Elle avait un rire qui sonnait vrai et croyait que la gentillesse était un réglage par défaut, pas un terme négocié. Je choisissais un avocat mûr, l'esprit agréablement occupé par des pensées pour elle, quand j'ai senti une présence planer à mon épaule. Marc. C'était encore sa voix, mais dépouillée de toute mise en scène maintenant à juste un besoin brut et désespéré. Je me suis retourné. Sophie se tenait près du présentoir de fruits. Elle était habillée proprement, mais cela ressemblait à un costume. Ses yeux étaient creux, fixés sur moi avec une intensité terrifiante. L'effondrement public avait disparu, remplacé par une concentration décharnée et obsessionnelle. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. « S'il te plaît » a-t-elle dit, le mot étant à peine un souffle. « Un café. » 10 minutes. J'ai besoin d'expliquer. Je comprends maintenant. Je comprends la loyauté. Je comprends ce que j'ai gâché. C'est tout ce à quoi je pense. C'est tout ce qu'il me reste. Elle essayait de contourner mes murs par un assaut direct sur mon empathie. Elle offrait la seule chose qu'elle pensait que j'avais toujours voulu, sa compréhension de ma valeur fondamentale. Mais cette valeur n'était pas un prix à gagner, c'était un principe selon lequel je vivais, avec ou sans elle. J'ai placé l'avocat dans mon panier. Je ne me suis pas éloigné, mais je ne me suis pas approché non plus. J'ai croisé son regard, le mien étant clair et sans trouble. « Sophie » ai-je dit, ma voix étant calme dans le joyeux brouhaha du magasin, j'ai entendu ce qui s'est passé avec Guillaume et Chloé. Ses yeux se sont inondés d'un espoir fragile et désespéré. Elle a pris ma reconnaissance pour une ouverture. C'était un cauchemar, s'est-elle précipitée, ses mots se bousculant les uns les autres. Tu ne peux pas imaginer. La bague. Elle ne signifiait rien pour lui. Il ne comprenait pas ce qu'elle était censée signifier. J'ai hoché la tête lentement. J'ai laissé son espoir planer une seconde à un papillon sur une épingle. Je sais, ai-je dit. C'est ironique, n'est-ce pas? Elle a cligné des yeux, confuse par le mot. J'ai marqué une pause, la regardant, non pas avec colère, pitié ou nostalgie, mais avec la certitude calme d'un homme énonçant un fait simple et prouvé. Le théorème exigeait son expression finale et élégante. Ma voix était calme, finale, et portait le poids de tout ce triste voyage. Je suppose que la bague ne garantissait pas la loyauté après tout. Pendant une seconde, il n'y a eu aucun son. Le ronronnement des réfrigérateurs, le bavardage des autres clients, tout s'est effacé. J'ai vu les mots parcourir la courte distance entre nous et la frapper avec la force d'un coup physique. Son visage, pendant un instant, a été une toile parfaitement blanche d'horreur. Puis il s'est effondré. Ce n'étaient pas les pleurs dramatiques et de façade de l'appel téléphonique, c'était le brise intérieur et silencieux d'une vérité fondamentale qui se brisait. Toute sa philosophie, la logique habile et égoïste qu'elle avait utilisée pour justifier sa trahison, lui était renvoyée en miroir, nue, laide et totalement,
catastrophiquement erroné. L'interrupteur magique était un bouton factice. Le contrat était sans valeur. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je lui ai adressé un petit signe de tête poli, celui que l'on donne à une connaissance lointaine que l'on croise dans la rue. Prends soin de toi, Sophie. J'ai tourné mon panier et je me suis éloigné dans l'allée brillamment éclairée vers les herbes fraîches et le bon vin. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. La conclusion était absolue, et elle vivait en moi. Je pensais déjà à l'ail que je devais hacher, à la façon dont les yeux de Claire se plissaient quand elle souriait, et à la paix tranquille et inébranlable d'une loyauté qui n'avait jamais eu besoin d'une bague pour la rendre réelle. Son chaos était enfin et pour toujours le bruit de quelqu'un d'autre.